Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette réunion virtuelle que malheureusement on fait par voie vidéo plutôt que de faire une réunion présentielle. Beaucoup d'entre vous viennent pour pouvoir se renseigner sur la possibilité d'être opéré de votre obésité. Vous avez probablement été contacté par des patients qui ont déjà été opérés ou qui sont dans le parcours avant l'intervention, ou peut-être référé par votre médecin pour pouvoir se renseigner sur cette éventualité. On va essayer de lancer notre présentation. Il y en a pour environ 3/4 d'heure. Sachant que je reste à votre disposition pour répondre à des questions individuelles et éventuellement envisager une téléconsultation. Pour ce, il faudra se brancher sur Doctolib. Voilà le petit diaporama que j'ai préparé pour vous faire mieux comprendre comment envisager une prise en charge sur le plan chirurgical de cette obésité. Il faut savoir que je travaille avec mon confrère le docteur Sina à la clinique Santé Atlantique à Saint-Herblain, c'est là où je fais les interventions. Mes consultations peuvent avoir lieu à La Roche-sur-Yon. Également, j'ai une deuxième consultation aux Herbiers et j'ai également une consultation à la clinique Santé Atlantique à Nantes. Je travaille également en collaboration avec le docteur Spiliopoulos qui lui travaille à la clinique Bretéché à Nantes même. Alors, comment faire pour réduire durablement votre poids? Première question, est-ce que vous êtes susceptible de pouvoir bénéficier de cette intervention? Bariatrique. Alors, ce terme de bariatrique fait référence au grec, parce que barios en grec, ça veut dire le poids, ça veut dire intervention qui a pour but de faire changer votre poids. Quand on se place du point de vue du médecin, l'objectif du médecin, ça sera d'améliorer votre santé et également votre durée de vie à long terme. Évidemment, les patients qui viennent me voir, ils ont en premier objectif de pouvoir améliorer leur confort de vie dans le quotidien, parce que se trimballer avec 30, 40 ou 50 kilos de trop, c'est pénible, c'est difficile, c'est déclassant sur le plan social, il y a beaucoup d'inconvénients. Il faut bien comprendre que notre objectif à nous, professionnels de santé, c'est de faire la balance entre le bénéfice que vous allez pouvoir avoir en termes de santé et les risques qu'on va être amené à vous faire courir en faisant cette intervention. Et croyez-moi, je vais être tout à fait explicite à ce niveau-là. Il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie grave. Mais avant de parler de ça, on va essayer de définir les degrés d'obésité. Un poids en soi-même ne définit pas une obésité. Évidemment, il faut la ramener à la taille. Alors on a cette formule que vous voyez ici, où on a le poids en kilos, qui est divisé par la taille par 2. Par exemple, si vous faites 1m70, vous multipliez 1m70 par 1m70, et avec ce chiffre, vous divisez votre poids. Là, vous avez ce qu'on appelle un index. De 25 à 30, on est en surpoids. L'obésité elle-même commence avec un index de 30, et c'est l'obésité de stade 1. De 35 à 40, c'est l'obésité de grade 2, c'est une définition. Et l'obésité de stade 3, donc vous avez compris qu'elle est supérieure à 40, on considère qu'à partir de ce moment-là, l'obésité en elle-même est appelée maladie. C'est la raison pour laquelle on l'appelle obésité morbide. Ce n'est pas qu'on vous regarde de travers, c'est tout simplement que cette obésité est supérieure à 40. Évidemment, il y a des obésités bien supérieures à ça, avec des obésités sévères, ou qui peuvent être supérieures à 50, voire même 72 sur une des patientes que j'ai opérées. Cette obésité en elle-même est grave, mais elle est d'autant plus grave qu'elle s'associe à des maladies qui vont avec l'obésité, qui sont, liées à l'obésité. Notamment le diabète. On parle du diabète de type 2, vous savez, le diabète non insulinodépendant, qui parfois est tellement important que ça va nécessiter un recours à l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulino-requérant. Mais dans la grande majorité des cas, ces diabètes sont traités avec des médicaments qui sont efficaces à des degrés variables. Il y a également des maladies cardiovasculaires. Les gens qui sont obèses font beaucoup plus que les autres des problèmes d'hypertension artérielle, bien qu'il y ait des hypertensions artérielles d'origine familiale, et sont beaucoup plus sujets à faire des problèmes d'infarctus, d'insuffisance cardiaque et autres problèmes de ce type-là. Il y a également des maladies respiratoires. En tout cas, pratiquement tous les obèses ont un certain degré d'insuffisance respiratoire, ne serait-ce que la capacité à respirer est difficile chez quelqu'un qui a une obésité avec une pression abdominale qui est importante.
Il y a également ce terme un peu bizarre que vous voyez qui s'appelle SAOS. SAOS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il faut savoir que chez les patients qui dorment, chez même les patients, n'importe quel humain qui dort, vous avez repéré que la respiration est beaucoup plus calme, elle est beaucoup moins ample et moins fréquente que quand on est réveillé. Cet état de choses peut être s'accélérer, s'exagérer, de telle manière que de temps en temps, il y a des patients, lorsqu'ils dorment, ils oublient de respirer tout simplement. Ils font des pauses respiratoires, et du coup, l'oxygénation du sang diminue. Il peut y avoir des conséquences à long terme, notamment des patients qui font des problèmes d'insuffisance respiratoire, qui font des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, qui arrivent à se faire des infarctus pendant qu'ils dorment. Évidemment, quand il n'y a pas d'oxygénation, il peut y avoir des conséquences, notamment des conséquences psychiques à long terme. Ça, il faut savoir le dépister. Et c'est d'autant plus important que si jamais vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, dans la très grande majorité des cas, le syndrome d'apnée du sommeil disparaît avec l'obésité, bien qu'il y ait un certain nombre de patients minces qui fassent des apnées du sommeil. Complications articulaires. Alors, beaucoup de patientes qui viennent me voir me disent qu'elles ont mal au niveau des chevilles, des hanches ou du dos, etc. Bon, ça c'est pratiquement constant. Mais certaines de ces complications articulaires arrivent à être particulièrement importantes et particulièrement invalidantes et particulièrement destructrices des os et des articulations et des jointures qu'il faut prévoir une chirurgie. Donc effectivement, si on prévoit une chirurgie, les chirurgiens orthopédiques nous disent écoute, je veux bien l'opérer, mais cette patiente qui a 140 kg, elle ne va jamais avoir un bon résultat, donc il faut absolument lui faire perdre durablement du poids avant de l'opérer. Et là, effectivement, c'est un argument supplémentaire pour nous autres chirurgiens de proposer cette articulation. Les patientes qui sont en âge d'avoir des enfants ont une hypofertilité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des grossesses quand on est obèse est diminuée. Effectivement, il y a un certain nombre de patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont fait toute une démarche pour pouvoir avoir des enfants et on leur dit écoutez, on n'a pas de possibilité de vous proposer de procréation médicalement assistée avant d'avoir diminué votre poids. Donc ça fait partie des motifs de consultation. Les cancers. On sait également que les gens qui sont obèses ont plus tendance que les autres à faire des cancers. C'est des arguments statistiques. Alors on est d'autant plus intéressé, notamment chez les patients qui ont une histoire familiale importante avec des cancers, de leur proposer ce type d'intervention. En ce qui concerne les troubles psychiques, je ne vais pas m'établir, je ne vais pas faire beaucoup de discussions là-dessus. Je ne suis pas psychiatre. Et certains troubles psychiques s'accompagnent d'obésité, mais est-ce que c'est l'obésité qui, de temps en temps, peut donner des troubles psychiques? N'oublions pas que ces patients, que lorsqu'on a un patient opéré, c'est beaucoup plus remuant sur le plan psychique que ce qu'on pense. Et on fait extrêmement attention à l'expertise du psychologue ou du psychiatre qui vous verra avant l'opération. L'obésité est grave, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et même si ce que je vais vous dire est un petit peu brutal, il faut quand même savoir le dire. L'obésité, ça diminue l'espérance de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on a une obésité morbide, vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit là, obésité de grade 3 au-dessus de 40, on considère que ça va diminuer d'une dizaine d'années votre espérance de vie. On s'aperçoit également un truc assez simple à faire, vous prenez un ruban de couturière et vous mesurez la circonférence du ventre juste un petit peu au-dessus du nombril. Tous les centimètres qui sont au-dessus du mètre, c'est un pourcentage de mortalité supplémentaire. Et d'ailleurs, vous avez peut-être repéré dans les statistiques que les hommes décèdent avant les femmes. Bien entendu, souvent l'obésité, c'est des hommes, ils la mettent dans le ventre, et les femmes plutôt sous la peau. Et effectivement, le diamètre abdominal, même si c'est une donnée un petit peu grossière, on va dire, c'est quand même vrai. Et avoir un tour de taille inférieur au mètre, c'est important. Alors voilà une courbe pour vous montrer un petit peu le bénéfice que peut avoir la chirurgie sur la longévité. Vous voyez, c'est une courbe d'une étude qui a été faite par mes collègues suédois. Vous voyez, ils sont quand même courageux parce qu'ils ont étudié sur 16 ans 4000 malades. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est les patients qui ont été opérés et qui ont une mortalité que vous voyez ici. Et ça c'est les patients qui n'ont pas été opérés, qui ont une mortalité qui est à peu près ici. Donc vous voyez, on peut dire en tout cas que réduire le poids, notamment par la chirurgie, ça fait une différence. Au bout de 16 ans, vous voyez, tous ces patients-là
auraient dû mourir et en fait, ils n'ont pas été morts du fait de l'intervention. Donc on peut dire que cette intervention, lorsqu'on vous la propose et que la perte de poids est constante, eh bien qu'il y a quand même une bonne efficacité. J'ai revu encore récemment un autre papier qui a été fait avec des patients qui ont été opérés dans les années 80, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on opère ça. Et bien on s'est aperçu que ces patients avaient une espérance de vie qui était identique à ceux qui n'avaient pas été opérés. Comme si les 10, 15 ou 20 ans d'obésité qu'ils avaient eus n'ont pas d'incidence sur leur longévité ultérieurement. Donc ça, c'était un résultat qu'on n'espérait même pas de cette intervention et qui a réussi à être prouvé. Donc, réduire le poids, ça vous fait augmenter votre espérance de vie, et la chirurgie qui est efficace sur la réduction du poids est donc efficace à ce niveau-là. Ça, il faut savoir le garder en tête, c'est les bénéfices attendus de l'intervention. Alors maintenant, à qui est-ce qu'on va proposer cette chirurgie de l'obésité? On va les proposer à des patients qui ont une obésité qui est en place depuis plus de 5 ans. Ce n'est pas parce qu'on a pris 3 kilos après les fêtes qu'il faut se faire opérer, bien entendu. Et puis surtout, ça c'est une notion importante, on ne propose ça qu'aux obésités morbides, vous vous rappelez, obésité au-dessus de 40 et plus, ou si on a une obésité de 35 à 40, avec une des comorbidités significatives. Comorbidité, vous vous rappelez, c'est le diabète, l'apnée du sommeil, les problèmes cardiovasculaires, une articulation opérée, etc., etc. Il faut également qu'on ait, dans un premier temps, essayé de faire maigrir les gens par une méthode non chirurgicale et qu'on ait fait la preuve que ces méthodes ne soient pas efficaces. Mais vous savez, bien souvent, les patientes qui viennent me voir, parce que 8 sur 10 c'est des patientes, elles me disent, écoutez docteur, vous savez, moi je sais très bien maigrir, j'ai dû maigrir de 80 ou de 100 kilos dans ma vie, à force de faire un certain nombre de régimes, et ça ne fonctionne pas, et je voudrais quelque chose, je voudrais qu'on m'aide. Là, effectivement, chez ces patientes, qui en général sont particulièrement motivées, ça paraît très raisonnable de leur proposer l'intervention. Évidemment, il faut une très bonne connaissance diététique, ça c'est la base de tout. Mais bien souvent, les patientes qui viennent me voir, elles en savent plus sur la diététique que moi, pratiquement. Et évidemment, il faut un suivi nutritionnel, évidemment, avant l'opération pour les préparer. Et puis surtout après, là j'ai mis 3 croix, mais je pouvais en mettre 15, ça serait pareil. Surtout après, vous faire suivre. En effet, le fait de vous faire opérer, ça va induire une déficience digestive ou un déficit digestif. Et ça peut être source de carence. Il ne faudrait pas que cette intervention aille vous poser des problèmes. Ça passe par un suivi nutritionnel après l'opération. Alors, qui ne doit pas être opéré? En France, sauf dans quelques centres hospitalo-universitaires très particuliers, on n'a pas le droit d'opérer des patients non majeurs. Donc, c'est l'âge de 18 ans. Et on considère qu'il faut être tout à fait majeur pour pouvoir décider de ce type d'intervention. Si on le fait chez des mineurs, c'est considéré comme étant l'équivalent d'une mutilation, il ne faut pas le faire. Au-dessus de 60 ans, et notamment 65 ans, on réfléchit beaucoup et on essaye de faire... ce n'est pas un refus systématique comme on faisait avant 2009, mais c'est un refus qui doit être motivé sur le rapport risque-bénéfice. En effet, s'il y a quelqu'un de 65, 66 ans qui a un parfait état physiologique, qui n'a pas d'anomalie particulière, eh bien, où le risque périopératoire apparaît relativement modeste et le bénéfice qui peut en tirer important, eh bien, on peut envisager de faire ce type d'intervention, mais on fera particulièrement attention, encore plus qu'avant, sur le rapport risque-bénéfice. Évidemment, les patients qui ne veulent pas se faire suivre en disant « ouais, tout ça c'est des conneries, opérez-moi et puis on verra plus tard », cela, il ne faut surtout pas les opérer parce qu'on risque de les mettre dans une situation plus dangereuse après l'opération qu'avant. Évidemment, les patients qui ne veulent pas se bouger, ben là aussi, comme vous verrez, l'exercice physique c'est le ticket gagnant à long cours. Donc il faut surtout être absolument sûr qu'on a affaire à des patients suffisamment motivés pour tirer le maximum de bénéfices de cette intervention. Le témoin de ça, c'est effectivement la prise de poids pendant la préparation. Lorsqu'on prépare des patients et qu'on les voit, malgré toutes les consignes, le suivi diététique, leur poids augmenter, ben, on peut se poser justement la question de leur motivation, est-ce qu'ils sont véritablement bien préparés? Et on s'est aperçu que les patients qui avaient une prise de poids pendant la préparation, ce n'étaient pas eux qui avaient les meilleurs résultats. Je me rappelle d'avoir vu une patiente, il y a une dizaine d'années de ça, tout le monde me disait « Allez, assis, vas-y, opère là, tu comprends, ça ne va pas être possible. » Bon, j'ai eu une intervention qui a été horriblement compliquée. Heureusement, ça s'est bien passé pour elle.
Et cette patiente qui aurait dû perdre 40 ou 50 kilos, n'a perdu qu'une dizaine parce qu'elle n'était pas bien préparée et elle avait pris l'habitude. C'était une femme malgache qui préparait tout le temps la même chose avec du riz, de l'huile, etc. Elle n'arrivait pas à se sortir de ses habitudes alimentaires et malheureusement, elle n'a pas eu le bénéfice qui était escompté. Donc, ça, c'est pas bon. Le psychisme inapproprié. Alors, il faut savoir qu'il y a certains patients qui ont des troubles de la personnalité, des troubles du comportement alimentaire et autres problèmes d'origine psychiatrique, notamment des psychoses, où effectivement, on considère que ce n'est pas une bonne idée parce que ça peut majorer leurs problèmes psychiques. Et très sincèrement, il faut savoir être très attentif à ce que nous disent les psychiatres et savoir dire non à un certain nombre de patients qui ont des maladies mentales, quelles qu'elles soient. Alors, concernant les fumeurs, soyons clairs, je n'opère pas de patients qui fument. C'est clair, c'est absolument définitif. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'effectivement, la cigarette, ça donne le cancer, ça donne la bronchite, ça donne l'artérite, enfin, ça diminue l'espérance de vie, ça c'est clair, au long terme, ça on le sait. Mais ce que les patients en général ne savent pas très bien, c'est que quand on opère quelqu'un qui est un fumeur actif, eh bien on va diminuer de beaucoup ses capacités de cicatriser, et on va augmenter de beaucoup les risques qu'il ait des complications graves ou sévères. Il y a environ une quinzaine d'années, on a fait une étude sur tous les patients opérés en France qui faisaient des complications graves ou sévères. On s'est aperçu qu'il y avait 4 fois plus de fumeurs que de non-fumeurs, 4 fois plus, et que pour des consommations de tabac qui étaient relativement considérées comme modestes de 10 à 15 cigarettes, on avait, tenez-vous bien, 4 fois plus de complications. Pas 30% de plus, 400% de plus. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et très sincèrement, vu de mon côté de chirurgien, si je dois opérer quelqu'un, je vais lui augmenter les risques et puis diminuer le bénéfice. Très sincèrement, c'est pas honnête à moi de lui proposer l'opération. Et je n'opère pas des patients qui fument. Je leur demande 3 mois d'arrêt avant l'intervention, parce qu'on considère que 6 semaines c'est le minimum et 3 mois c'est optimum. Et évidemment, un arrêt définitif après l'opération. Évidemment, on en tient compte. Quelqu'un qui arrête de fumer, souvent il prend du poids. Donc maintenir son poids après l'arrêt du tabac, pour nous c'est quand même le signe d'une motivation. En tout cas, pas de fumeur, c'est clair. Alors, comment ça fonctionne? Vous savez, il n'y a rien de magique. Moi, je n'ai pas mis mon petit nez de clown ou ma baguette magique. Moi, je vais vous proposer une intervention qui va vraiment être une aide, mais le boulot, le gros du boulot, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est le patient qui va le faire. Évidemment, il faut avoir une parfaite connaissance de la diététique. Il faut également s'habituer à ce qui va avoir lieu après l'opération, parce que vous transformez votre estomac qui peut contenir pratiquement 3 litres en un truc qui est gros comme un pot de yaourt, et il faut s'habituer à ça, il faut faire des collations, etc. Et il faut aussi comprendre qu'à partir du moment où on a été opéré, il va falloir faire de l'exercice physique. On va diminuer les entrées en vous opérant, en diminuant la quantité que vous allez pouvoir absorber. Et si vous ne faites pas d'exercice physique pour augmenter les sorties, on va pas avoir le même résultat et vous allez voir que le résultat ne veut pas se maintenir dans le temps. Comme je vous l'ai dit, le fait de vous opérer, ça va diminuer l'efficacité de la fonction digestive. Plus on diminue cette efficacité, plus le risque de carence est élevé, notamment nutritionnel, minéraux, vitamines. Ceci dit, il faut être clair, si vous avez un bon tube digestif et que vous faites bien la diététique, le risque de carence, il est vraiment minime. Moi, j'ai vu des patientes qui avaient été opérées d'un bypass, qui avaient fait 3 grossesses avec un bypass, sans un seul complément alimentaire. Évidemment, vos besoins à 30 ans, ça ne va pas être les mêmes qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60, qu'à 75 ans, l'été que l'hiver. Les femmes qui ont des règles, il faut leur donner une supplémentation parfois en fer. Enfin, voyez-vous, c'est à adapter à chaque patient et chaque patient. Les interventions qu'on va vous proposer, dans la grande majorité, sont irréversibles. Sauf l'anopérigastrique, mais vous verrez qu'à l'heure actuelle, pratiquement très peu de chirurgiens le proposent. En tout cas, moi, depuis 2005, je ne propose plus du tout. Donc, je l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment, si je peux vous répéter que ça serait le plus important. Il faudra, si vous êtes opéré, avoir un suivi nutritionnel à vie. C'est en pratique 2 fois par an. Qu'est-ce que vous allez? Vous devez aller chez le dentiste 1 fois par an, vous irez chez le nutritionniste 2 fois par an. Et c'est tout à fait possible d'envisager ça. Alors,
comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, la chirurgie va diminuer les entrées. Une fois qu'on est opéré, cette diminution des entrées, elle est permanente, par le biais d'un contrôle des quantités, notamment une satiété précoce. Et puis surtout, ça diminue une sensation de faim inappropriée. Ça, c'est un effet un peu hormonal. On commence à découvrir un petit peu toute cette physiologie. Et moi, je dois dire que c'est tout à fait vraiment intéressant de voir ça, parce qu'il y a certaines patientes qui viennent me voir et qui me disent, écoutez docteur, moi depuis que vous m'avez opéré, j'ai une espèce de faim, j'ai plus du tout cette espèce de faim énorme que j'avais. Quand je donnais à manger à mes gamins, il y avait des 4 heures, des BN, des bouts de banane, des machins qui traînaient, je ne pouvais pas m'empêcher de les manger, c'était vraiment quelque chose de impératif, je ne pouvais pas faire autrement. Puis depuis que vous m'avez opéré, ben, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Le soir, je prends la moitié ou le tiers de la gamelle et puis j'ai plus du tout faim. Et vraiment, j'ai cette satiété qui est précoce et j'ai plus du tout cette faim inappropriée. Il faut aussi savoir que l'exercice physique est absolument essentiel et ça vient en même temps que cette diminution des entrées. On insiste beaucoup sur la régularité de l'exercice physique. Et le fait de faire ça, ça évite d'avoir un rebond, un effet de poids rebond par la suite. Vous verrez, il y a une petite courbe pour vous l'expliquer. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait de l'exercice physique, il faut le faire très régulièrement. Le mieux, c'est 1 fois par jour. Et il faut le faire plus d'une demi-heure par jour. Le mieux, l'idéal, ça serait 1 heure par jour. Pourquoi? Parce que dans les 30 premières minutes, quand on fait un exercice physique modéré, il faut savoir souffler, il faut savoir parler avec quelqu'un, ne pas aller tout de suite dans le rouge avec des sueurs partout. Éventuellement, on prend son pouls, il ne faut pas que le pouls soit supérieur à 120. Hein. Et une fois qu'on a passé la demi-heure, l'organisme a métabolisé tout le gasoil. Le gasoil, c'est quoi? C'est le sucre qui circule dans le sang. Et il va passer à quelque chose d'autre pour essayer de remettre du fioul dans la chaudière, donc d'aller taper dans la graisse pour faire du muscle. Je simplifie un petit peu, mais enfin c'est comme ça. D'ailleurs, quand vous faites un effort, on a peut-être repéré que les 20 premières minutes, on est un petit peu fatigué, on n'ose pas trop, puis au bout d'un moment, tac, on se sent mieux. Donc là, on a tendance à se dire, ah ben tiens, je me sens mieux, je vais accélérer un peu. Surtout pas. On continue dans la même performance en quelque sorte, et c'est à partir de là où on va mettre en branle ce mécanisme qui va mobiliser les masses graisseuses pour faire de la viande. Et d'ailleurs, on voit des patients qui, de temps en temps, arrêtent un peu de maigrir, mais surtout baissent leur tour de taille. Et ça, c'est parfait. C'est parce qu'ils ne perdent pas ils ont perdu tout ce qu'ils devaient perdre en graisse et ils gagnent proportionnellement en poids vis-à-vis de leurs muscles, qui pèsent plus lourd que la graisse, hein, d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer les résultats? On va introduire cette notion de perte d'excès de poids. Soyons clairs. Si vous pesez 100 kg, si votre poids idéal est de 50 kg et vous pesez 100 kg, vous avez 50 kg de trop, on est bien d'accord. Si vous perdez 25 kg, vous avez perdu 50% de l'excès de poids. D'accord? Donc rapporté à votre taille, rapporté à votre index, on peut considérer que l'intervention est un succès si la perte de poids est supérieure à 50%. En France, il est rare que les pertes de poids soient supérieures à 80% de l'excès de poids. Hein, je ne parle pas du poids, de 80% de l'excès de poids. D'ailleurs, on se rapproche de la normalité, mais tout le temps, toujours un petit peu au-dessus, dans la zone du léger surpoids. D'accord ? Dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, où le suivi est beaucoup moins facilement accepté, eh bien, on a un certain nombre de catastrophes, avec un certain nombre de femmes qui disent « Oh, regardez, encore mieux que sur les magazines, etc. etc. » Donc, elles en arrivent à des stades de dénutrition. Et au stade de dénutrition, on a beau essayer de faire des tas de prises en charge médicales, voire même chirurgicales, on a parfois des catastrophes à la suite de ça. C'est exceptionnel, et en France, avec un suivi qui est bien fait, c'est exceptionnel de voir ça. Il y a bien souvent, malheureusement, il faut voir que les statistiques sont comme ça, une reprise de poids 3-5 ans après. D'accord ? Ça donne lieu à des statistiques nationales qu'on fait jour après jour, une fois qu'on voit des patients, pour alimenter. Voilà la courbe qu'ont fait nos collègues suédois. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Voilà les gens qui n'ont pas été opérés. Vous voyez, malgré tous les efforts qu'ils font, ils restent avec un poids, ils restent dans leur obésité.
Voilà. Alors, vous oubliez simplement cette courbe-là qui n'est une intervention qui est plus faite à l'heure actuelle. Et voilà cette courbe avec l'anneau. Vous voyez, la perte de poids est moins importante. Voilà. Et voilà. Et puis cette courbe qui est verte, c'est l'intervention de référence qu'on appelle le gastric bypass. Alors vous voyez, comme dans toutes les courbes, il y a une espèce de marge d'escalier entre le 3 et le 5e année, où on voit que les gens, en moyenne, ils reprennent environ le tiers du poids qu'ils ont perdu. Ça, malheureusement, ça arrive, et c'est le fait de patients, au bout d'un moment, ils lâchent la rampe, parce qu'au bout d'un an, 2 ans, c'est parfait, ils perdent du poids, tout va bien, etc. Vous voyez, au bout de 2 ans, voire même 3 ans, le résultat est tout à fait bon, et puis petit à petit, ça finit par remonter. Ça, c'est pas une fatalité, hein. Les patients qui ont une bonne hygiène de vie et qui ont le mode de vie qui va avec l'intervention, vous ne les voyez pas là, vous les voyez là, hein. Et puis effectivement, il y a certains patients qui lâchent complètement la rampe, qui se pèsent plus, qui font plus de sport, qui lâchent complètement leur veille sur le plan diététique, malgré tout ce qu'on a pu leur faire. On les retrouve avec un poids qui remonte très proche de celui qu'ils avaient avant l'intervention. Alors on appelle ça des échecs. Parfois, on peut essayer de revoir ce qu'on peut faire pour eux, mais l'importance du suivi nutritionnel. Il faut savoir aussi que au bout d'un moment, l'organisme il s'habitue à ce montage. Et cette sensation de satiété précoce qu'on a, eh bien, elle se diminue petit à petit. Il ne faut pas pour autant relâcher les efforts, il faut continuer à se peser. Et puis, il ne faut pas tomber dans la déprime également, parce que dès qu'on voit qu'on remonte de 4-5 kilos, catastrophe, déprime, donc je bouge moins, donc je bouffe plus, etc. Et le cycle infernal est repris. Donc voilà cette courbe, sachant que c'est ce qu'on constate, malheureusement, mais que si vous, personnellement, vous êtes motivé et que vous continuez à avoir le style de vie qui va avec l'opération, eh ben, vous pouvez tout à fait échapper, ce n'est pas une fatalité, et vous pouvez tout à fait avoir un poids qui reste stable. Moi, j'ai vu des patients 5-6 ans après l'opération qui restaient avec un poids stable, voire même qui arrivaient à perdre encore un petit kilo dans l'année en faisant leur sport de manière très régulière, en ayant fait un mode de vie. Préparation à cette intervention, au moins 1 an. Alors évidemment, plusieurs rendez-vous avec le médecin nutritionniste qui va étudier votre profil alimentaire, savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, essayer de voir quels sont vos goûts, quelles sont vos habitudes alimentaires, familiales, comment vous pouvez répartir ça. Il y a des travailleurs de nuit, c'est pas facile à s'alimenter. Quelles corrections il faut faire. Évidemment, il faut un excellent dialogue entre le médecin nutritionniste. On fait la différence entre le médecin nutritionniste qui est capable de prescrire et puis de voir les conséquences de votre nutrition, de la diététicienne de la diététicienne ou du diététicienne qui ne s'occupe uniquement que de votre alimentation. On fera très attention à la ponctualité. Alors évidemment, de temps en temps, on peut être amené à rater un rendez-vous, mais si on rate 2, 3, 4 rendez-vous, bien souvent, on dit, écoute, ce patient, il n'est même pas capable de venir avant, donc il ne viendra pas après, on va le mettre en danger en l'opérant, donc on préfère ne pas l'opérer. On fera attention également à la courbe de poids, on en a déjà parlé. Psychisme. On va vous demander une consultation chez un psychologue, voire même un médecin psychiatre, pour vérifier s'il n'y a pas de contre-indication particulière ou temporaire à cette intervention. Et bien souvent, les psychiatres ou les psychologues nous disent ce patient, j'aimerais bien le revoir 3 à 6 mois après l'intervention, il faudra faire attention à tel ou tel point. Et parfois, il y a une préparation particulière. Il y a également un certain nombre de psychiatres qui peuvent nous dire écoutez, là, on est en contact avec un trouble de l'alimentation alimentaire ou un problème de psychose particulier, il vaut mieux temporiser cette intervention, voire même ne pas y penser du tout. Évidemment, avec les consultations chirurgicales, on va pouvoir donner des informations personnalisées en fonction de chaque cas. Une fois, et à ce moment-là seulement, quand on a l'avis favorable du médecin nutritionniste et du psychologue ou du psychiatre, à ce moment-là seulement, on va se dire voilà, c'est raisonnable d'opérer ce patient, et on va lui demander un certain nombre d'examens d'organes approfondis. Est-ce que c'est possible sans danger particulier de l'opérer? Voilà. Et à ce moment-là, on vous demande un examen du foie, du rein, du poumon, etc., etc. Évidemment, le dialogue entre médecins est très favorisé. Si vous vous adressez à des médecins et des professionnels de santé qui ont l'habitude de travailler ensemble, ça va beaucoup mieux. Une fois qu'on a tout ça, le chirurgien réunit le patient pour faire la synthèse du dossier. On vérifie tous ces examens et on en arrive au choix de l'intervention.
on n'impose jamais aucune intervention. Il y a certaines patientes qui vont dire « Oh là là, j'ai pas du tout envie de telle intervention, je préfère une sleeve plutôt qu'un bypass, parce que ci, parce que ça. » C'est pas parce que votre petite cousine a eu une intervention qui lui a réussi que ça va forcément être la bonne pour vous. Il y a un certain nombre de cas où on peut choisir, bon, globalement le choix c'est quoi entre la sleeve et le bypass? On peut choisir plutôt une intervention qu'une autre, ou alors au contraire, on est un petit peu à la limite des deux indications. Et évidemment, on ne fait jamais une intervention qu'un patient n'aurait pas acceptée, bien entendu. Et puis cette synthèse du dossier, ça va préparer à une espèce de commission qui se passe en dehors de la présence du patient, qui nécessite qu'il y ait une réunion de plusieurs spécialistes pour faire comment dire, un avis définitif, et ça nécessite que le patient nous cite un consentement écrit tout à fait explicite sur ses motivations et sur la qualité de son information, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, il y a une étape administrative. À l'heure actuelle, ça se passe par le net. Cette étape administrative, c'est une demande d'entente préalable et elle nécessite d'avoir la fiche qu'on a rédigée à l'issue de cette réunion de concertation pluridisciplinaire, la commission dont je vous ai parlé, et le consentement d'un patient plus un imprimé particulière. Dans certains cas, on demande de vérifier le dossier. Dans ce cas-là, on n'a pas l'autorisation directement par l'algorithme, mais la demande est mise en attente, et si on n'a pas de résultat au bout de 15 jours, c'est réputé accepté. Alors, avant l'intervention, on en a déjà parlé, il est souhaitable de perdre du poids. Vous comprenez bien qu'opérer quelqu'un de 150 kg s'il a maigri de 20 kg, c'est quand même plus facile pour le chirurgien, plus sûr pour le patient, ça va diminuer le risque opératoire, et puis les patients qui sont bien préparés, ils ont une meilleure adaptation à la nouvelle mode de fonctionnement diététique après l'opération. Et puis on s'est aperçu effectivement que le fait de perdre du poids, dans un grand nombre de séries, pas toutes, ça donne un meilleur résultat à moyen voire à long terme. Le tabac, j'en ai déjà parlé, j'en reparle, c'est vraiment trop important. Le tabac, ça diminue l'espérance de vie et ça augmente de beaucoup le risque d'avoir des complications graves, voire même mortelles après l'opération. Très sincèrement, j'ai regardé mes statistiques, vous savez, ça fait quand même presque 20 ans que je fais ce type de chirurgie, et on s'aperçoit que je n'ai pas à rougir par rapport à ce que présentent mes confrères. Je pense que le fait d'être très impératif sur cet arrêt du tabac, ça fait vraiment une différence, et qu'on a pu éviter un certain nombre de complications graves. Il faut aussi vérifier si vous n'avez pas de stéatose. Stéatose, c'est un drôle de terme. Globalement, c'est le foie gras. Vous avez certainement mangé du foie gras. Vous avez vu que le foie il est beaucoup plus gros qu'un foie normal, et en plus, il est beaucoup plus dur. Donc, chez l'homme, voire même chez la femme, il y a, en cas d'obésité, cette maladie de foie gras qui existe, de stéatose dans notre jargon. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile d'opérer dans ces conditions, et même en mettant des espèces d'écarteurs dans tous les sens, on ne peut pas arriver à voir correctement l'estomac qui est juste au-dessous du foie. Donc dans ces cas-là, il faut faire un certain nombre de régimes préopératoires. J'ai même été obligé au début, quand on ne connaissait pas très bien ça au début de l'expérience, d'être obligé d'arrêter une intervention qui était difficile ou dangereuse ou qui n'était pas possible d'être faite, être obligé de réopérer les patients par la suite, et ça on voudrait vraiment vous l'éviter. Une fois qu'on a été opéré, vous le savez, mais c'est vraiment important d'en parler, le suivi post-opératoire est indispensable à vie, notamment sur le plan diététique. Le chirurgien va vous voir 3-4 fois dans la première année, puis une fois par an. Moi je vous dirais qu'au bout de 2 ou 3 ans, quand les patients n'ont rien du tout et que tout va bien après l'opération, j'ai même pas trop besoin de le voir, mais là où c'est absolument essentiel, c'est que sur le plan nutritionnel, l'intervention elle persiste et le suivi est absolument indispensable jusqu'à la fin de vos jours. Si vous changez de ville, on vous trouve quelqu'un d'autre. Si vous changez de pays, on vous trouve quelqu'un d'autre. Enfin, il y a nécessité d'avoir un suivi à vie. Effectivement, il y a un risque de carence qui est d'autant plus important que l'intervention est plus efficace, ça c'est clair. Et à l'heure actuelle, la sécurité sociale ne prend pas en compte la supplémentation qui est nécessaire. Ce n'est pas des sommes énormes, c'est de l'ordre de 10 à 15 euros par mois. Mais par contre, bon, c'est à vie, c'est sûr. En tout cas, ça vous coûtera moins cher que vos clopes, ça c'est clair. Voilà, consultation également avec un psychiatre. Il faut savoir que ces interventions sont beaucoup plus impactantes sur le psychisme que ce qu'on pense. Et bien souvent, un suivi psychique
est souhaitable. Même chez les patients qui se trouvent en pleine forme avec une humeur parfaite, eh bien, il peut y avoir parfois des petits mises au point à faire avec le psy. Ça, c'est à voir au coup par coup. Non pas tant juste après l'opération, mais par exemple 3-4 ans après, à l'occasion d'une petite reprise de poids, ça c'est vraiment essentiel. Alors, on va parler maintenant des interventions. Toutes ces interventions ont été largement aidées par la cœlioscopie. Vous connaissez maintenant cette technique qui consiste à faire exactement la même intervention qu'on aurait fait sans vous ouvrir le ventre. On met en place une petite caméra qui n'est pas plus gros que mon stylo et avec plusieurs petits trocars, il peut y en avoir 3, 4, 5 ou 6, on va faire exactement la même opération qu'à ventre ouvert. Je dis bien c'est exactement la même. Alors, le fait de faire cette intervention avec un traumatisme de la paroi et des muscles minimum, ça va diminuer les risques de douleur après l'opération. Les durées d'hospitalisation étaient notablement améliorées, à tel point qu'elles sont de plus en plus courtes, vous verrez pourquoi. Ça diminue le risque d'abcès de paroi, ça diminue les complications respiratoires, on voit plus ces problèmes de pleurésie, on a beaucoup moins d'embolie pulmonaire, on en a encore, etc., etc. Enfin, beaucoup de bénéfices, notamment pour les patients obèses. D'un autre côté, comme dans toute intervention cœlioscopique, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, par exemple une petite artère ou une veine qui saigne un petit peu en profondeur, on ne peut pas y accéder par voie cœlioscopique, on a tout le temps la possibilité, en cours d'intervention, de poser nos instruments et de faire une intervention ouverte. Évidemment, on en a prévenu le patient à l'avance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et parfois ça peut se devenir nécessaire. Pour tout vous dire, sur tous les cas que j'ai faits, en dehors des cas un petit peu particuliers où c'était plus ou moins prévisible, je n'ai pas le souvenir d'avoir été obligé d'ouvrir un patient sans qu'on l'ait prévu un petit peu à l'avance. En tout cas, le patient il est toujours prévenu, c'est ce que je fais aujourd'hui, des risques qui sont liés à l'intervention et le risque d'avoir une ouverture. On va parler de plusieurs choses, et les risques de l'intervention, on va y venir tout à l'heure. Alors, l'anneau ajustable périgastrique, c'est l'anneau. Très sincèrement, c'est une très bonne opération pour perdre du poids sur 2-3 ans, mais c'est un véritable bazar à vivre avec. C'est un inconfort alimentaire, on a l'impression d'avoir une bride en permanence. Il y a des tas d'aliments qui ne passent pas, le poulet, les carottes râpées, etc. Ça nécessite un suivi clinique, un suivi radiologique est très contraignant. L'équilibre alimentaire est difficile à trouver, mais surtout, les résultats à moyen terme, ils sont tout à fait décevants. Globalement, pour vous la faire rapide, il n'y a qu'un patient sur 3 qui est satisfait au bout de 5 ou 10 ans. Voilà. Et sur 1 sur 2, on est obligé d'enlever l'anneau. Pourquoi? Parce qu'il s'est bougé, parce qu'il y a un reflux, parce que les premiers anneaux ils étaient agressifs, ils rentraient à l'intérieur de l'estomac, etc., etc. Enfin, des tas de problèmes. On est quand même pratiquement d'en enlever 1 sur 2, et quand je dis 1 sur 2, c'est peut-être 2 sur 3. Hein. La sleeve gastrectomie. Alors, la sleeve gastrectomie, c'est un... Alors, pourquoi sleeve? Parce qu'en anglais, sleeve, ça veut dire manche. Cet estomac qui fait une espèce de gros cornemuse, on va dire, eh ben, on en coupe la partie gauche pour en faire une espèce de tuyau, un manchon. Si vous appelez ça une manchonnette, là, si vous parlez plus français, c'est également possible. Alors, cette sleeve gastrectomie, c'est-à-dire on enlève la partie gauche de l'estomac, ça contrôle les volumes, ça provoque une satiété précoce. Dès qu'on a mangé 3-4 cuillères, on se sent rassasié. Et puis, ça a également un effet hormonal et ça diminue l'appétit disproportionné. Ça diminue la sécrétine qui va désinhiber la leptine, enfin toute une cascade d'hormones locales qui fait qu'au total, l'appétit redevient proportionné aux besoins. Cette sleeve gastrectomie, elle est irréversible. Hein. Quand on vous coupe la moitié gauche de l'estomac, on ne peut pas revenir en arrière. Si on vous coupe l'oreille, ça ne repousse pas. Alors évidemment, l'intestin est un peu plastique et l'estomac également. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette sleeve gastrectomie qui va être calibrée comme ça, on va la retrouver comme ça au bout de 2 ans. Parce que la physiologie est passée par là et a tendance à augmenter un petit peu ça. Beaucoup de chirurgiens s'étaient dit oui, tiens, allez, on va les réopérer, etc. Puis finalement, on s'est aperçu que même s'il y avait une petite perte de poids dans l'année qui suivait la réopération, les patients revenaient au poids de ceux qui n'auraient pas été opérés. Donc au total, moi je ne suis pas du tout partisan de faire des réinterventions dans ce cas-là. Alors quand j'ai fait cette plaque-là, le recul moyen il est de l'ordre de 17 ans à l'heure actuelle. Et on a des pertes de poids de l'ordre de 60%. Vous vous rappelez la perte d'excès de poids? Non, c'est une maladie qui est beaucoup plus valable dans le moyen et le long terme que l'anneau et qui, pour tout vous dire, a un petit peu la faveur de beaucoup de chirurgiens à l'heure actuelle. Et en France, on fait
plus de sleeve que d'autres types d'interventions. Voilà, ça j'ai repéré sur un document que vous pouvez avoir auprès de la Haute Autorité de Santé. Vous allez sur ce site et il y a un document qui s'appelle Tout ce qu'il faut savoir avant de se faire opérer. Bon, c'est pas très lisible ici. L'idée c'est de voir que cet estomac, on l'a transformé en espèce de tuyau à ce niveau-là, pour vous donner un petit peu cette idée. À voir sur ce document que je vous suggère de vous procurer. L'intervention de bypass. Alors bypass en anglais ça veut dire court-circuit. C'est l'intervention qui à l'heure actuelle est encore de référence. On l'a fait depuis les années 70, vous voyez, c'est pas une intervention qu'on découvre aujourd'hui. On en connaît tous les bénéfices, tous les inconvénients, et c'est vraiment quelque chose qui reste encore en place, ça veut dire qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Cette intervention elle est irréversible, c'est-à-dire que une fois qu'on l'a fait, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est au risque de complications chirurgicales importantes. L'idée, c'est de faire un court-circuit digestif et de diminuer la surface du tube digestif en contact avec la nourriture assimilable. Vous allez voir le schéma à côté. Et on a une efficacité qui est meilleure que celle de la sleeve, parce qu'à 2 ans, on a environ une perte moyenne de poids, une perte d'excès de poids de 70%. Voilà comment ça fonctionne. Dans cette intervention qu'on fait par voie cystoscopique, comme je vous l'ai dit, on n'enlève rien. On va donner une rangée d'agrafes, couper une rangée d'agrafes pour séparer un petit segment d'estomac qui tient l'équivalent d'un pot de yaourt, ou à peine plus, et laisser l'estomac en place. Alors non, il n'y a pas d'infection parce qu'il y a de l'acidité dans l'estomac qui empêche la pullulation des germes. Et sur ce petit estomac, on va chercher un segment d'intestin qu'on va aller suturer sur la partie supérieure de l'estomac. Ce qui fait que la nourriture arrive à ce niveau-là, vient distendre cette petite poche, vient donner le signal au cerveau, c'est bon, je suis calé, j'en veux plus, et descend au niveau de cet intestin où il rencontre les sécrétions de l'estomac, du foie qui est là, du pancréas qui est là, de telle manière à pouvoir digérer les aliments à ce niveau-là. Comme le chirurgien a mis 1,50 m ici et 70 cm ici, vous voyez, il y a plus de 2 mètres d'intestin qui ne sont plus dans le circuit, presque 3 mètres. Comme le bon Dieu nous a donné environ 6 à 8 mètres d'intestin, il y a presque une moitié de l'intestin, en tout cas un bon tiers, qui n'est plus dans le circuit. Donc, comme la digestion se fait à partir de là, eh bien, à partir de la même quantité de nourriture ingérée, il y a moins d'anabolisme et donc moins de fabrication. Ça diminue l'obésité. Alors, maintenant, on va parler de choses qui sont parfois inquiétantes, mais je crois qu'il faut savoir quand même le dire. Il peut y avoir des complications graves immédiates après l'opération. Heureusement, elles sont rares, j'oserais même dire très rares. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Avant d'en parler directement, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque. Effectivement, plus l'obésité est marquée, plus l'âge est important. S'il y a l'existence d'un diabète, notamment un diabète mal équilibré, s'il y a des troubles respiratoires, je ne vous ai même pas parlé du tabac parce qu'on n'en parle même pas, eh bien ça, c'est des facteurs de risque de survenue de complications. Et il y a une notion qui est importante que les chirurgiens connaissent très bien, c'est un facteur de risque, c'est le fait d'avoir déjà été opéré dans cette région. Notamment des gens qui ont eu une opération au niveau de la hernie hiatale, eh bien c'est pratiquement difficile, voire même considéré comme déraisonnable de les réopérer de ce fait-là. En effet, les viscères ont tendance à se coller les uns aux autres, et malgré toute l'habileté du chirurgien qui va décoller les viscères, il peut y avoir un risque supplémentaire d'hémorragie, d'infection, et ça peut véritablement compliquer de manière très importante une intervention. Donc ça, même si ce n'est pas évident, une notion très évidente, le chirurgien, pour lui, ça sera une petite alarme qui va s'allumer si vous lui parlez de ça. Alors, quelles sont les complications qui sont liées à la chirurgie ? Il faut savoir que cette chirurgie cystoscopique a été aidée par l'utilisation d'agrafes, qui est un procédé de suture très sûr. Malgré tout, et malgré tout le soin qu'on peut prendre, et malgré le fait de faire une intervention qui techniquement est irréprochable, il peut y avoir, dans un certain nombre de cas qui sont favorisés, des défauts de cicatrisation de cette ligne d'agrafe, qui déterminent parfois un petit abcès sur une zone un peu poreuse, et si l'abcès s'ouvre à l'intérieur du ventre, l'intérieur de l'estomac ou de l'intestin coule dans le ventre, ce qui est à l'origine d'une péritonite. Une péritonite qui, si elle n'est pas traitée dans l'immédiat, peut tuer le malade avec des problèmes d'infection, de septicémie.
ou alors qui passe à la chronicité. À ce moment-là, ça fait une fistule et on peut passer des mois et des mois à essayer de la guérir et de la tarir. Il peut y avoir des problèmes d'hémorragie, notamment à la proximité de l'endroit où on a opéré, parce qu'effectivement, à la fin de l'intervention, il n'y a pas une goutte de sang, et on ne termine pas l'opération sans avoir quelque chose qui est absolument exsangue. Et malheureusement, à l'occasion d'une poussée de tension, à l'occasion notamment les patients hypertendus, à l'occasion d'un traitement anticoagulant qu'on va donner pour éviter un risque de phlébite ou thrombophlébite, il peut y avoir des hémorragies. Si c'est un hématome de petite taille, parfois ça se passe tout seul. Dans d'autres cas, on n'a pas le choix, il faut réopérer. Puis dans d'autres cas, on est obligé de réopérer en grande urgence pour arrêter une hémorragie qui peut très bien survenir plusieurs jours après l'opération. Il faut aussi savoir que juste à côté de l'estomac, il y a un organe qu'on appelle la rate. Et notamment quand on fait cette intervention de sleeve gastrectomie, mais également de bypass, on est obligé de déconnecter la rate de l'estomac. De ce fait-là, il peut y avoir un petit hématome qui se produit sur la rate. La plupart du temps, ce petit hématome est tout à fait minime. Dans d'autres cas, malheureusement, il peut s'augmenter, prendre la totalité de la rate, puis se mettre à saigner à l'intérieur du ventre. Ça peut arriver dans les heures qui suivent l'opération, voire même pendant l'opération, mais ça peut arriver également jusqu'à 8 ou 10 jours plus tard, notamment à l'occasion d'un traitement anticoagulant. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, il faut réintervenir, et réintervenir par voie ouverte, ouvrir, enlever la rate. Ça ne m'est pas arrivé bien souvent, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ça récemment. Et en tout cas, sachez que même si c'est un événement qui est indésirable, ça fait partie des choses qui sont très connues dans ce type d'intervention. Et même le chirurgien le plus habile de la planète, si vous dit que ça ne peut pas lui arriver, il ne faut pas le croire. Ça fait partie des choses qu'on connaît. Il faut savoir que dans n'importe quelle intervention, il peut y avoir une occlusion. Une occlusion, c'est quoi? C'est un bout d'intestin qui se coince dans une mauvaise cicatrice, un peu comme un tuyau d'arrosage qui serait coulé. Dans ce cas-là, ça se traduit par des douleurs abdominales et on est obligé de réintervenir, soit par voie cystoscopique quand on a la chance, soit par voie ouverte. Évidemment, vous comprenez bien que si l'occlusion se produit dans les quelques jours qui suivent l'opération, ça va menacer les petites sutures qui sont juste au-dessus, avec parfois des choses tout à fait désagréables. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre complication? Évidemment, du domaine médical, le risque de phlébite, d'embolie pulmonaire, le risque d'insuffisance rénale, etc. Enfin, des tas de possibilités. Comme vous le verrez dans la surveillance qu'on va vous proposer, ça également, ça va faire partie de ce qu'il faut savoir suspecter. Voilà. Maintenant, voyons un petit peu les choses. Tout confondu, on va comparer ces interventions celluloscopiques, bariatriques, à une intervention un petit peu plus banale qu'on appelle l'appendicectomie, le fait d'enlever l'appendice. Alors, à obésité égale, on peut considérer ces interventions sleeve et bypass, c'est environ 2 fois le risque d'une appendicectomie. Parfois même, dans certaines publications, c'est à peu près au niveau du risque d'une appendicectomie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas énorme, mais ça arrive. Et laissez-moi vous dire que lors de ma vie professionnelle, depuis 20 ans que j'opère, j'ai eu à déplorer 2 patients qui ont eu des complications mortelles. L'une avec un problème de péritonite tardive et puis une autre jeune femme qui nous a fait une infection fulgurante avec un streptocoque qui, malgré tous les soins et tous les antibiotiques et les prises en charge de réanimation, n'a pas pu être sauvée. Je préfère vous le dire moi-même plutôt que vous le découvriez à l'occasion du X1. Ça ne m'empêche pas de proposer ça aux centaines d'autres patients qui viennent me voir. Et il faut garder en tête que ce n'est pas une intervention qui est considérée comme bénigne. Et quand on la propose, il faut vraiment être absolument sûr que le bénéfice qu'on va proposer aux patients va être à la hauteur des risques. Et donc, c'est toute une question de confiance entre le chirurgien qui dit « Bon, écoutez, moi je veux bien vous opérer, mais il faut vraiment que vous ayez le bénéfice de cette intervention. » Et également qu'il y a une bonne harmonie dans la manière de prendre en charge ces choses-là. Alors, comment se passe votre hospitalisation? La plupart du temps, vous arrivez le jour même de l'intervention. Vous êtes opéré, puis dès que vous êtes réveillé, vous êtes adressé dans un service de réveil, puis la plupart du temps, un service de soins continus, voire même directement dans sa chambre. Si vous êtes opéré d'une sleeve, on reste encore fidèle au fait de faire une radiographie de l'estomac le lendemain de l'opération pour vérifier que votre estomac se vide bien, principalement. En ce qui concerne les tests d'étanchéité, ils ont été faits au moment de l'opération. C'est très simple, on fait de l'eau avec du bleu et on vérifie s'il n'y a pas de fuite.
Pour les patients qui ont un bypass, on ne fait même pas de radio le lendemain. On leur redonne un repas le soir même s'ils ont été opérés le matin ou le matin s'ils ont été opérés l'après-midi. Et ils sont vus par le médecin diététicien, par le diététicien à la clinique pour bien les remettre au point sur le régime post-opératoire. La sortie, elle se fait de plus en plus tôt. Elle se fait de plus en plus tôt, sous la pression des patients qui se sentent bien après l'opération, puis également la pression des pouvoirs publics qui nous disent bah, allez, opérez-les et puis foutez-le à la porte, ça nous coûtera moins cher. On en a beaucoup parlé. Et ça suppose, bien entendu, qu'on vous fasse tout à fait confiance sur la surveillance. Alors la grande mode maintenant à l'heure actuelle, c'est de dire que finalement le patient se connaît bien mieux que le médecin, et que s'il a envie de boire, il boit, s'il a envie de manger, il mange, s'il a envie de faire une balade, il se balade, etc. Et on s'aperçoit effectivement que quand les patients est acteur de sa propre réhabilitation, ben les choses se passent beaucoup mieux et beaucoup plus vite. C'est la raison pour laquelle on autorise des sorties de plus en plus précoces et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un bénéfice pour le patient à condition que vous soyez bien prévenu, et je vais faire tout le détail tout à l'heure sur les critères de surveillance à domicile. L'arrêt de travail, en général, c'est 3 semaines. Ça dépend, c'est variable. Il y a des patients qui ont un travail un peu moins exigeant qui peuvent revenir très rapidement au boulot, 8 ou 10 jours après, puis d'autres, il faut un petit peu plus. Et vous donne toutes les ordonnances et les rendez-vous nécessaires. Alors, là maintenant, surveillance du retour à domicile. Tout élément anormal doit être signalé. Il faut appeler votre médecin traitant dès votre retour, même s'il ne vient pas vous voir, au moins il est au courant. Ne pas hésiter à revenir à la clinique, alors maintenant avec le Covid-19 c'est un petit peu différent, mais en tout cas nous prévenir. La température, vous la prenez matin et soir. Si elle est au-dessus de 38, vous la reprenez encore un quart d'heure après. Et si c'est au-dessus de 38, même si vous ne souffrez pas, eh ben vous faites appel, parce que c'est jamais normal. Vous prenez votre pouls. Le pouls, d'habitude, il est entre 60 et 80, quelque chose comme ça, pas plus. Si vous avez un pouls au repos, évidemment, si vous montez 3 étages, ça ne vaut pas. Hein. Si vous avez un pouls qui est au-dessus de 100 par minute, ben à ce moment-là, même si vous ne souffrez pas, c'est inquiétant. Parce que, évidemment, si vous avez une complication, une douleur qui va en augmentant, une nouvelle douleur que vous ne connaissez pas, des vomissements, du sang dans les selles, des frissons ou un point de pus sur un orifice de 3/4, évidemment je vais vous voir revenir. Mais attention, on peut très bien avoir une complication grave sans avoir un mal de chien. Par exemple, si vous avez un petit 38, un mollet qui tire, eh ben, ça peut être le début d'une phlébite. Un petit essoufflement, un point de côté, alors c'est peut-être le Covid, hein, c'est peut-être une autre maladie X ou Y, mais c'est peut-être une embolie pulmonaire, voyez-vous. Par exemple, une douleur à l'épaule, bah, ce n'est pas forcément un rhumatisme de l'épaule, c'est peut-être un petit peu de bile ou un petit peu de sang qui coule dans le ventre, qui vous irrite le péritoine, qui fait mal à l'épaule. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident. Et je vous dirais même que moi, ça fait plus de 40 ans que je fais de la médecine et de la chirurgie, et ben de temps en temps, il y a des cas un petit peu particuliers. Donc globalement, quand vous n'avez pas une douleur, quand vous avez quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, vous appelez. Et si on vous dit de revenir, vous revenez. D'accord ? Et le mieux, c'est de revenir à l'endroit où vous êtes opéré, parce que parfois, il y a une complication, et puis c'est panique à bord, on va au premier établissement. Et là, vous allez trouver des médecins tout à fait compétents, mais vous n'allez pas les aider beaucoup, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments de votre dossier. Et pour prendre une décision rapide, efficace, immédiate, dans un contexte d'urgence, eh ben, il faut avoir tous les éléments. Alors, quels sont les risques à moyen terme ? Alors, on a parlé des carences nutritionnelles, et encore, il n'y en a pas toujours. Il y en a plus souvent en matière de bypass qu'en matière de sleeve. C'est la nécessité, on va le répéter une 4e fois, de vous faire suivre sur le plan nutritionnel à vie. Lorsqu'on a été opéré d'un bypass, on a le risque d'avoir ce qu'on appelle un ulcère anastomotique. Alors, l'ulcère anastomotique, c'est quoi ? Comme vous l'avez vu, c'est un bout d'intestin qui a été rabouté sur la petite poche d'estomac. Donc, la petite poche d'estomac, elle a une acidité qui peut parfois provoquer des ulcères sur cet intestin du bas. Alors, globalement, lorsque on a été opéré de l'estomac et qu'on a une douleur à l'estomac, il ne faut pas faire comme on fait d'habitude, où on prend une petite pilule là, pour éviter que ça fasse mal, hein, mais il faut faire une fibroscopie. Un estomac opéré qui fait mal, il faut aller regarder dedans, ça c'est clair. Hein. Sachez le dire à votre médecin, parce que si vous le revoyez 2-3 ans plus tard, il a peut-être oublié que vous avez été opéré d'un bypass, et ça peut être une indication pour lui. Et sachez que estomac opéré qui fait mal, égal, il faut regarder dedans. D'accord ? Dans ce cas-là, on arrive à faire le diagnostic d'ulcère anastomotique. On peut vous donner un traitement avec la bonne dose, à la bonne durée, et faire un contrôle. Si vous ne faites pas ça, vous avez un risque d'avoir un ulcère qui va évoluer, notamment à bas bruit, quand on prend des médicaments à dose insuffisante, avec des complications. Et moi, j'ai eu plusieurs patients
3 d'entre elles ont fait une perforation. Bon, ça s'est pas trop mal passé parce que je les ai réopérées. Elles ont eu des suites à peu près simples. Et il y en a une qui nous a fait une hémorragie qu'on a failli perdre, hein. Et tout ça parce qu'elle nous disait ah ouais, la fibroscopie, j'aime pas ça, machin, gna 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 gna. Bon, et au total, on a failli la perdre. Donc ce que je vous dis, c'est pas en l'air. Ça fait partie des complications et des ennuis qu'on a après ce genre d'intervention. Les calculs vésiculaires. Alors les gens qui prennent beaucoup de poids ou qui perdent rapidement du poids, ils ont plus de risques que les autres de faire des calculs dans la vésicule. Et ces calculs dans la vésicule peuvent se coincer, donner des crises de colique. Si vous êtes opéré d'un bypass, faites-vous opérer dès la première crise. Ne surtout pas attendre qu'il y ait de la fièvre ou quoi que ce soit. On donne même à l'heure actuelle d'une prévention avec un certain nombre de médicaments qui ont pour but de prévenir la formation de ce type de calcul. D'accord? C'est en général bien supporté. Les occlusions, on en a déjà parlé, hein. Autant on peut faire une occlusion dans les semaines ou les jours qui suivent l'opération, et alors là c'est grave, mais on peut le faire 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Il y a également ce qu'on appelle des hernies abdominales, c'est-à-dire des bouts d'intestin qui viennent se mettre dans une mauvaise position après l'opération. Moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de patients qui sont revenus me voir pour ça, mais c'est quand même connu. Et bien souvent, chez les patients dont on ne sait pas très bien quels sont les caractères de ces douleurs, quand on fait une nouvelle cystoscopie, on s'aperçoit qu'il y a un bout d'intestin qui s'est mis dans une mauvaise position. Et avec une intervention relativement simple, on arrive à gérer ça. En ce qui concerne les complications psychiques, ça je vous en ai déjà parlé, ne pas hésiter à aller revoir le psychiatre ou le psychologue qui vous a vu avant ou un autre, hein, à votre convenance, de telle manière à vérifier qu'il n'y ait pas trop d'incidence psychique. Alors parfois, ça se passe très bien sur le plan personnel, mais c'est des patients qui s'aperçoivent que leur relation avec les autres, dans le travail, avec les enfants, avec le mari, avec tout ça, change. Et parfois, il y a nécessité de refaire un petit peu le point avec le psychiatre pour voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en espérer de ce type d'intervention? Une disparition des maladies graves. Et alors là, c'est super. Parce que dans ce cas-là, moi, je vois des patients qui reviennent avec 40 kilos de moins, et en plus, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont plus leur machine archi sexy là, pour respirer la nuit. Le problème de l'hypertension artérielle est souvent amélioré, rarement diminué. Il faut savoir qu'il y a des formes, pas mal de formes familiales d'hypertension artérielle. Donc des patients qui ont 3 ou 4 médicaments, ils n'en ont plus qu'un, par exemple. Quant au problème de cholestérol, effectivement, il y a parfois une amélioration. Bien souvent, les formes d'hypercholestérolémie sont familiales et il y a nécessité de reprendre encore un traitement qui est une maladie chronique un peu à part, hein. On augmente l'espérance de vie, on a vu pourquoi. On augmente la qualité de vie, c'est vrai qu'on alimente un questionnaire à ce niveau-là. Et on augmente également la fertilité. Alors attention, parce que en ce qui concerne les femmes qui ont la possibilité d'avoir des enfants, on leur demande de prendre un contraceptif après l'opération. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas du tout sympa de faire une grossesse juste après l'intervention, ni pour la maman, ni pour le futur bébé. Et en tout cas, on envisage une nouvelle grossesse que dans la deuxième année après l'opération. Ça a vraiment son importance. En effet, quand vis-à-vis de cette possibilité de grossesse, dans ce cas-là, on fait toujours un test de grossesse préopératoire. On est tellement systématique qu'on a réussi à en faire chez un homme une fois. Enfin bon, peu importe, hein, c'était un petit peu anecdotique. Et il faut absolument être sûr, même s'il y a une contraception, qu'il n'y ait pas de grossesse évolutive. Interdiction de faire des grossesses dans les 2 ans qui suivent. En tout cas, il faut que le poids soit stabilisé depuis environ 8 ou 10 mois, et ça c'est important. On met une contraception, en effet la fertilité est augmentée, et il y a beaucoup de patientes qui viennent me voir et disent « Ah, je ne peux pas avoir d'enfant », et puis du coup elles ne prennent pas de contraception, puis 3 ou 4 mois après l'opération, après avoir perdu 10 ou 15 kilos, « Ah, je suis enceinte ». Bon alors ça du coup, il n'est pas question de ça, contraception. La meilleure contraception envisagée est le stérilet, parce qu'effectivement, ça n'augmente pas le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire après l'opération. Si vous avez envie de faire une grossesse, il faudra faire un bilan nutritionnel avant le début et pendant le début de la grossesse. Notamment, un certain nombre de vitamines sont absolument essentielles pour le développement du fœtus, notamment la vitamine B9, la vitamine E, évidemment les minéraux et les protéines, hein. On a fait la preuve qu'il y a beaucoup moins de complications pour la maman pour faire une grossesse quand elle a minci que quand elle est grosse. Ça, c'est clair. Faire une grossesse quand on pèse 70 kg, c'est plus sympa que quand on en pèse 140, hein, ça c'est clair. Par contre, on n'a pas de statistiques disponibles sur le long terme de ce que deviennent les enfants qui ont accouché de mamans opérées. En tout cas, il n'y a pas de catastrophes qui sont connues et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'études qui a été faite là-dessus. Probablement, il n'y a pas de nécessité d'en faire.
Voilà, au total, si vous êtes d'accord pour pouvoir bénéficier de ce parcours et pouvoir avoir le bénéfice d'une intervention bariatrique, vous avez compris, c'est une intervention pour réduire durablement votre poids, eh bien, je suis tout à fait d'accord pour prendre rendez-vous. Pendant cette période de Covid, ça sera plus volontiers par l'interface de Doctolib. Je vais pouvoir voir votre dossier, prendre en charge votre dossier spécialisé, vous donner rendez-vous auprès de spécialistes et je vous incite à rencontrer des opérés. Il y a des associations, des groupes de parole et ils vous donneront un éclairage tout à fait différent du mien. Je vous remercie de votre attention et si vous avez suivi jusqu'au bout cette présentation et que vous présentez à mon cabinet, je vous remettrai un petit document à remplir avant la consultation qui me permettra de savoir qui vous êtes, de faire le point sur votre maladie d'obésité, de savoir quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés pour y apporter la réponse la plus adaptée possible. Je vous remercie de votre attention. Merci.